Sandrine fait face à des poursuites. Nous avons besoin de 120 000 €, a déclaré mon père, Luc, en se tenant sur le pas de ma porte, à peine quelques heures après s'être publiquement moqué de moi pendant le dîner. J'ai répondu calmement, tu t'es comporté avec moi comme si je n'étais rien. Va donc supplier quelqu'un d'autre. Et je les ai coupés. Tout a commencé par un de ces messages que l'on fixe longuement sans savoir si on doit répondre. Une simple phrase de ma mère, Hélène, s'il te plaît, viens dîner avec nous. C'est important. Je n'ai pas répondu. Puis le téléphone a sonné. La première fois, j'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. La seconde, j'ai décroché. Elle n'a pas supplié, pas directement, mais sa voix portait cette pression douce qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que je dise oui à quelque chose que je n'avais aucune envie de faire. Elle m'a dit que tout le monde serait là, qu'il voulait parler, que le moment était venu. J'ai répondu, ah, donc je suis censé m'excuser encore une fois pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Elle n'a rien nié. Elle s'est tue un instant, puis a ajouté doucement, ne le fais pas pour eux. Fais-le pour moi. C'est probablement la seule raison pour laquelle j'ai accepté. J'ai réservé moi-même une salle privée dans un restaurant chic au bord de la Seine. 10 chaises, une ambiance tamisée à la lueur des chandelles, une vue sur l'eau, un menu si raffiné que le chef pleurerait si quelqu'un osait demander du ketchup. Je voulais que ce soit élégant, pas pour eux, mais parce que si je devais jouer ce rôle, alors je voulais en contrôler chaque aspect. Je savais aussi qu'ils ne s'attendraient jamais à un lieu aussi soigné. Ils pensaient sûrement que je choisirais un petit bistrot quelconque au bord du périphérique. Ils seraient irrités en voyant que j'avais organisé quelque chose de bien plus raffiné que tout ce qu'ils avaient jamais fait. Ils sont arrivés avec près d'une demi-heure de retard. Sandrine est entrée comme si elle foulait le tapis rouge de Cannes, son manteau négligemment posé sur les épaules, ses lunettes de soleil encore sur le nez malgré l'intérieur. Mon père portait une veste comme s'il pensait que ça lui donnait de l'importance. Ma mère souriait de manière forcée, ses yeux parcouraient la pièce avec nervosité comme si elle craignait une embuscade. J'étais déjà installé, un cocktail à la main que je n'aimais même pas. Ils se sont assis. Je leur ai adressé un simple hochement de tête. Ma mère a tenté d'ouvrir une conversation légère, complimentant la décoration. Sandrine a levé les yeux au ciel. Mon père est resté silencieux un moment, me fixant droit dans les yeux. Puis, sans attendre que le serveur s'éloigne, il a éclaté de rire et a lancé « Je préférerais manger des ordures que de te reparler un jour ». Sandrine a éclaté d'un rire bruyant, insupportable, comme si c'était la meilleure blague de sa vie. Elle s'est tournée vers le serveur encore en train de verser l'eau et a dit « Vous avez entendu ça ? Enfin un peu d'honnêteté ». Ma mère a tendu la main, visiblement pour l'arrêter, mais Sandrine a continué. Elle s'est mise à m'insulter, m'a traité de pathétique, a dit que j'avais cette habitude désespérante de vouloir garder tout le monde ensemble comme un pauvre bout de ruban adhésif. Elle a affirmé devant toute la table que j'avais probablement organisé ce dîner uniquement pour me donner l'illusion d'exister, au moins une fois. Puis elle s'est mise à applaudir bruyamment, un applaudissement sarcastique qui a été la goutte de trop. J'ai regardé ma mère, elle avait l'air au bord des larmes. Je n'ai rien dit. J'ai simplement soufflé un nom discret. Je me suis levé, j'ai laissé mon manteau sur le dossier de la chaise et je suis parti. Sans dire un mot. Sans me retourner. Je pensais que c'était la fin. Mais moins d'une semaine plus tard, de curieux courriels ont commencé à arriver dans ma boîte de réception. Pas de leur part, évidemment. Mais d'un expéditeur inconnu, un nom que je ne reconnaissais pas. Il contenait des fichiers, des relevés bancaires, des captures d'écran, des documents que je n'étais manifestement jamais censé voir. J'ai cru à du spam au début. Puis j'ai remarqué un nom d'entreprise en haut d'un des fichiers. La société Sandrine Conseil, celle de ma sœur. Je ne le savais pas encore, mais quelque chose de grave était sur le point de s'abattre sur elle. Et malgré tout ce qu'ils avaient dit, ils allaient revenir ramper. Et quand ce jour viendrait, je m'assurerais qu'ils regrettent de s'être moqués de moi ce soir-là. Le premier message est arrivé un jeudi soir. Objet, tu vas vouloir lire ça. Aucun texte, juste un fichier joint et un nom d'expéditeur clairement inventé, une suite de lettres et de chiffres. J'ai pensé à une tentative de phishing. Je l'ai supprimé, puis je suis allé dormir. 48 heures plus tard, un second message est arrivé. Même expéditeur. Cette fois, 3 fichiers étaient attachés, des tableaux, des documents au format rapport, et une image ressemblant à une capture d'écran d'une messagerie d'entreprise. On y parlait de remboursement douteux, et d'un certain pôle qu'il faudrait apparemment faire taire. Je n'ai rien ouvert. Mais un troisième message est apparu. Et cette fois, l'objet comportait un nom que je ne pouvais pas ignorer, Quartier Tech de Bordeaux aux documents confidentiels ou action immédiate.
C'était le lieu de travail de Sandrine. J'ai cliqué, par pur instinct. Aucun virus. Aucun blocage. Juste document après document. Des dizaines de fichiers. Rapport budgétaire. Virements bancaires effectués entre plusieurs cadres dirigeants. Certains étaient signalés pour anomalie dans la paie. Des dizaines de milliers d'euros transférés régulièrement vers des comptes numérotés, sans nom. Mais une page m'a donné la nausée. Il y avait là, noir sur blanc, le nom de Sandrine, accompagné d'une note manuscrite indiquant « à envoyer avant la clôture du trimestre ». Vérification juridique non nécessaire. J'ai continué à feuilleter. Une autre feuille listait des paiements approuvés, présentés comme des prestations de conseil, envoyées en espèces à une société fictive introuvable en ligne. Ce n'était pas une erreur. Ça avait l'air planifié. Ça sentait la combine. Ça ressemblait à une affaire passible de poursuite fédérale. Mais je ne comprenais toujours pas ce que cela avait à voir avec moi. Jusqu'au message suivant. Celui-là contenait une simple phrase, « Ta sœur va tomber de haut. Il valait mieux que tu saches avant que tout explose. » Je n'ai pas fermé l'œil. Le lundi suivant, j'avais ignoré 6 appels de ma mère. J'ai fini par décrocher au 7e. Elle avait la voix paniquée. Elle m'a dit que Sandrine s'était effondrée, une urgence, peut-être cardiaque, ou liée au stress. Les médecins n'étaient pas encore sûrs, elle devait rester en observation. Je lui ai demandé si elle allait bien. Maman a dit qu'elle était terrorisée, que Sandrine n'arrêtait pas de me demander. Ça m'a déstabilisé. J'ai failli dire oui, demander le nom de l'hôpital. Mais je ne l'ai pas fait. 2 heures plus tard, mon père m'a envoyé un message, « Nous devons parler en urgence, chez toi. » Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. 30 minutes plus tard, ils étaient devant ma porte. C'était la première fois que mon père mettait les pieds devant mon immeuble. Il avait l'air épuisé, comme vidé de toute énergie. Ma mère ne parlait pas, elle tordait nerveusement les manches de son pull. Je ne les ai pas laissés entrer. Je suis resté dans l'embrasure. Mon père a tendu un dossier usé, disant qu'ils avaient besoin de mon aide. Il m'a expliqué que Sandrine était dans une situation judiciaire très grave. Il a utilisé des termes comme « poursuite pénale » et « enquête gouvernementale ». Il a ajouté que ses comptes étaient gelés, que son ordinateur professionnel avait été récupéré par Paul. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé 120 000 euros. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. C'était plus fort que moi. Il a sursauté. Je leur ai dit qu'ils m'avaient mal jugé. Qu'ils avaient cru que je céderais, comme toujours. Que j'étais celle qui arrangeait tout, celle qu'ils méprisaient, au point de ne même pas pouvoir se comporter correctement à table. Ma mère est intervenue, m'a dit que je me trompais, qu'ils avaient peur. Elle a affirmé que Sandrine ne savait pas ce qu'elle signait, que tout lui avait échappé. Je les ai regardés, tous les deux, la honte dégoulinant de leur visage. Pendant une seconde, j'ai presque envisagé d'aider. Puis je me suis souvenu de Sandrine, applaudissant en se moquant de moi à ce dîner, comme si elle assistait à un spectacle. Alors j'ai dit non. Puis j'ai ajouté que je savais déjà. Mon père s'est figé. Ma mère a serré les dents. J'ai reculé, et j'ai fermé la porte. Ils n'ont pas frappé de nouveau. Ils ne m'ont pas écrit pendant 3 jours. Je suppose qu'ils étaient soit trop honteux, soit trop occupés à couvrir les traces de Sandrine. Peu m'importait. Les jours suivants, j'ai fait quelque chose de nouveau, absolument rien. Je n'ai pas touché à ma boîte mail. Je n'ai pas répondu aux appels. Je suis allé marcher dans un parc près de chez moi, j'ai pris un café et je me suis assis sur un banc. Pas de chaos. Pas de téléphone qui vibre. Pas de culpabilité. Juste du calme. Presque étrange. Jusqu'au jeudi matin, où j'ai allumé les informations. Je m'attendais à la météo ou à une banale histoire de cambriolage. Mais le titre s'est affiché, dernière minute aux poursuites pénales contre la directrice du quartier Tech de Bordeaux, Sandrine Bell. Je suis resté fixé sur l'écran. Une image floue montrait Sandrine entrant dans un bâtiment judiciaire, encadré par 2 hommes en costume. L'un d'eux portait clairement l'insigne des autorités fédérales. Le présentateur parlait de délits financiers, d'abus de fonds d'entreprise, d'enquête officielle en cours. Il disait que des informateurs anonymes avaient transmis des documents comptables remontant à plus de 36 mois. L'écran a ensuite affiché un formulaire agrandi, avec une signature manuscrite. Sa signature. Elle circulait déjà en ligne. C'était irréel. Voir le public découvrir enfin ce que j'avais déjà appris en privé. Mais le choc le plus violent est arrivé juste après. Mon propre nom s'est affiché à l'écran,
bien en évidence. Des sources proches de l'enquête ont confirmé qu'un membre de la famille de la prévenue avait récemment eu accès à des documents internes, et qu'il aurait été sollicité pour apporter un soutien financier. Je suis resté figé. Ce détail n'aurait jamais dû être rendu public. Je n'avais rien partagé, je n'avais transmis aucun fichier, et je n'avais certainement pas parlé de Paul à un journaliste. En moins de 10 minutes, mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. D'anciens camarades de classe, d'anciens collègues, même le propriétaire de mon appartement m'a envoyé un message, j'ai vu les infos, tu vas bien? Puis un appel d'un numéro masqué. D'habitude, je ne réponds pas, mais cette fois, j'ai décroché. C'était un journaliste, spécialisé dans les affaires financières. Il m'a dit que certaines de ses sources prétendaient que j'avais contribué à révéler les irrégularités chez Madco. Il m'a demandé si je voulais témoigner officiellement. Je lui ai répondu que je ne comprenais pas de quoi il parlait, et j'ai raccroché. Mais une heure plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelqu'un a sonné à ma porte. Une voix inconnue s'est présentée, il s'appelait Laurent. Il disait être la personne qui m'avait envoyé les courriels. Il a affirmé qu'il ne voulait rien, seulement clarifier les choses avant que la situation ne dégénère. J'ai hésité, puis je l'ai laissé entrer. Il avait l'air jeune, peut-être 27 ans, des baskets usées, un sweat un peu trop grand, et des cernes profonds comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est assis au bord du canapé, nerveux mais non menaçant. Il m'a expliqué qu'il travaillait autrefois chez Madco, dans un poste intermédiaire au service financier, mais qu'il avait été licencié sans motif après avoir posé trop de questions. Ce n'était pas un hasard s'il avait découvert la fraude. Il détenait des preuves solides, des disques durs, des enregistrements audio, même une conversation entière dans laquelle Sandrine écrivait à quelqu'un, « Arrange ça discrètement ou on tombe tous ensemble ». Il avait déjà remis les éléments aux autorités fédérales. Une affaire était en cours. Puis il m'a dit quelque chose qui m'a glacé, « Ton nom a été mentionné ». J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a hoché la tête. Ils avaient trouvé un brouillon de messages non envoyés dans lequel Sandrine tentait de traiter des virements bancaires, en utilisant mon identité. Elle ne l'avait jamais envoyé, mais il existait, apparemment comme plan de secours. Non seulement il m'avait humilié, non seulement il m'avait supplié de leur prêter mes économies après que tout ait explosé, mais Sandrine, ma propre sœur, avait préparé un plan B où j'endossais la responsabilité si les choses tournaient mal. Je suis resté paralysé. Laurent a dit qu'il pensait que je devais être prévenu avant que la procédure judiciaire n'avance. Il m'a informé que des assignations avaient déjà été délivrées, et que je devrais sérieusement envisager de me faire représenter. Quand il est parti, je n'avais pas grand-chose à dire. Je l'ai remercié et j'ai refermé la porte. Ensuite, je me suis immédiatement installé à mon ordinateur. J'ai ouvert tous les fichiers, tous les messages qu'il m'avait envoyés. Et j'ai tout transféré à une seule personne, un avocat que je n'avais pas contacté depuis des années. Car j'étais passé du statut de femme qui fuyait une famille toxique à celui de coupable idéal. Ce soir-là, je n'ai pas fermé l'œil. Pas à cause de la peur. À cause de la rage. Je revivais sans cesse ce dîner de famille, Sandrine applaudissant ironiquement, mon père me traitant comme si je n'existais pas, et maintenant elle allait me jeter sous le bus. J'ai tout rassemblé et je l'ai envoyé à Bruno. Nous avions été camarades à la fac de droit. Nous étions à peine restés en contact. Il travaillait dans les litiges de haut niveau, dans une tour de verre au cœur de Paris. Moi, j'avais choisi une voie plus discrète. Mais il m'avait dit un jour, si tu as vraiment besoin d'aide, une seule fois, je serai là. J'ai décidé de faire appel à cette promesse. Il m'a rappelé en moins de 15 minutes. Il ne m'a pas demandé d'explication. Il s'est contenté de dire, il vaut mieux prendre de l'avance. Viens demain. Le lendemain, quand je suis arrivé dans ses bureaux, une pile de documents à mon nom m'attendait déjà, avec 2 cafés fumants et un tableau rempli de dates et d'événements. C'est là que j'ai compris quelque chose que j'aurais dû voir plus tôt, il croyait tout. Et pire encore, il prenait cela très au sérieux. Je lui ai tout expliqué. Les brouillons de messages, Laurent, la visite surprise de mes parents me demandant de l'aide, la tentative de Sandrine de rejeter la faute sur moi. Il n'a même pas scié. Apparemment, il avait déjà vu pire. Puis il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas, tu veux te défendre ou les faire tomber? J'ai marqué une pause. Je lui ai dit que je ne voulais blesser personne. Malgré tout, je n'avais pas envie de détruire ma famille. Je voulais juste ne pas être accusé à tort. Je voulais qu'il sorte de ma vie. Il m'a regardé calmement et a répondu, dans ce cas, on va faire les deux. Bruno a rédigé un courrier glacial, précis et parfaitement professionnel. Il a été adressé aux avocats de Sandrine,
que nous avions appris à ce moment-là être déjà en contact avec d'anciens employés, probablement pour tenter d'étouffer l'affaire discrètement. La lettre énonçait une chose très clairement, si mon nom apparaissait dans un seul communiqué de presse, document judiciaire ou argumentaire de défense, nous engagerions immédiatement des poursuites pour diffamation, ingérence et dommages. Et Bruno était on ne peut plus sérieux. Le jour même, il avait fait remettre la lettre en main propre à l'avocat principal du cabinet de Sandrine. Le lendemain matin, leurs représentants nous ont contactés. Leur ton était nerveux. Ils ont tout nié. Ils ont parlé de malentendus. Ils ont insisté sur le fait qu'il n'avait jamais été question de me nommer. Ils ont exprimé leur profond regret pour l'anxiété que cela aurait pu provoquer. Bruno leur a répondu d'un ton plat, « Assurez-vous que votre cliente a bien compris. » Puis il a ajouté avec un demi-sourire, « Parce que si ce n'est pas le cas, tout sera rendu public. » Absolument tout. Ils se sont immédiatement retirés. Mais ce n'était pas terminé. Plusieurs jours plus tard, un nouveau message est arrivé. Ce n'était ni un journaliste, ni ma mère, ni quelqu'un à qui je m'attendais. C'était Sandrine. Une seule phrase, « S'il te plaît, rencontre-moi une seule fois. Tu n'as pas besoin de parler, juste d'écouter. » Et honnêtement, pendant une seconde, j'ai failli répondre. Mais Bruno a appelé. Et ce qu'il m'a dit a tout fait basculer. Je n'avais pas touché au message de Sandrine. Il restait là, non lu, comme des restes moisis oubliés sur un comptoir. Je m'attendais à autre chose, un deuxième texto, un appel, peut-être même une menace. Mais rien n'est venu. Juste ce message. Elle a probablement cru que mon silence voulait dire que j'y réfléchissais. Peut-être que c'était le cas. Puis Bruno a appelé. Il n'a pas tourné autour du pot, tu dois savoir quelque chose. L'un de ses contacts, quelqu'un qui lui devait une faveur, avait intercepté une requête judiciaire sous scellé. Les avocats de Sandrine tentaient de négocier un accord avec le procureur. Elle accepterait de coopérer, de livrer des noms, des relevés, des courriels, tout ce qu'il demandait, en échange d'une réduction des charges. Mais ce qui m'a brisé, c'est la suite, mon nom figurait parmi ceux qu'elle était prête à donner. Pas comme coupable cette fois. Mais comme personne impliquée. Quelqu'un qui aurait vu des documents internes. Quelqu'un qui aurait reçu des informations confidentielles. Quelqu'un qui aurait pu en tirer un bénéfice. Bruno est resté calme. Moi, non. Je lui ai demandé comment cela pouvait avoir le moindre sens. Je n'avais jamais travaillé là-bas. Je ne savais rien. Jusqu'à récemment, je n'avais pas touché un seul centime. Bruno m'a dit que ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était leur volonté de manipuler les faits pour que cela tienne, même temporairement. Si cela semait le moindre doute, cela pouvait ruiner des années de ma vie, contrôle de sécurité, réputation professionnelle, interdiction de voyage, perte de crédibilité. Tout ce que j'avais construit pouvait s'effondrer simplement parce que Sandrine me considérait comme jetable. Alors Bruno a rédigé un autre document, cette fois-ci sans aucune amabilité. Le lendemain matin, il a soumis une déclaration préventive au tribunal, incluant toute la correspondance, les documents, l'archive complète que Laurent avait remise, avec une chronologie claire prouvant que je n'avais strictement aucun lien avec cette affaire. En supplément, il a déposé une demande officielle interdisant aux avocats de Sandrine de faire mention de mon identité dans tout document judiciaire ou lors de toute audience. S'il le faisait, nous engagerions immédiatement une plainte pour diffamation et fausse accusation. Bruno s'est penché en arrière dans son fauteuil et a dit, s'ils insistent, on divulgue tout. Visiblement, la menace a porté ses fruits, car 2 heures plus tard, l'un des associés du cabinet de Sandrine appelait. Ils ont insisté sur le fait que Sandrine n'avait jamais eu l'intention de me nommer. Ils disaient être en train de modifier la formulation, que la requête précédente avait été mal interprétée. Bruno leur a demandé de confirmer cela officiellement par écrit. Ils ont obéi, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un nouveau message. Ce n'était pas Sandrine. C'était Laurent. Son message disait, il y a encore autre chose, que je ne t'ai pas partagé plus tôt. Je n'étais pas sûr que tu étais prêt, mais je pense que maintenant, tu dois le voir. En pièce jointe, une vidéo. La qualité était floue, l'image tremblante, comme si elle avait été filmée avec un téléphone posé sur un bureau. À l'écran, Sandrine et mon père. Ils étaient assis dans ce qui ressemblait à leur bureau à domicile. Sandrine semblait pleurer, ou du moins faisait semblant. Elle parlait de tout ce qui dérapait, de son incapacité à faire de la prison, de Joseph qui ne comprenait même pas ce qui allait lui arriver si c'était lui qu'on accusait. La vidéo se terminait sur ces mots de mon père, hochant lentement la tête, il ira bien. Il trouve toujours une solution. Il l'a toujours fait.
J'ai dû la regarder 20 fois, en silence. À ce moment précis, mon idée de la famille s'est effondrée. En regardant cette séquence, je n'ai pas ressenti de trahison. J'ai ressenti une froideur émotionnelle. L'homme qui m'avait un jour dit que je serais toujours son fils, discutait tranquillement de comment me sacrifier, comme s'il choisissait une option de déjeuner. Je n'ai même pas ressenti de colère. Juste un détachement total. Je n'ai pas montré la vidéo à Bruno tout de suite. Il gérait déjà la bataille juridique, je ne voulais pas alourdir sa charge. Ce qu'il me fallait, c'était un plan précis, pas seulement pour me protéger, mais pour m'assurer que Sandrine et mon père comprendraient qu'ils ne s'en sortiraient pas indemnes. Alors je suis devenue complètement silencieuse. Pendant plusieurs jours, j'ai ignoré les appels de ma mère, je n'ai consulté aucun message, j'ai séché le travail. Je suis resté enfermé chez moi. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait, les dépôts juridiques de Bruno, les données de Laurent, cette vidéo immonde. J'ai laissé tout cela reposer. Je l'ai analysé sous tous les angles. J'ai évalué chaque conséquence. Et puis, j'ai pris une décision qu'il ne verrait jamais venir, j'ai organisé une prise de parole publique. Oui, ça peut sembler théâtral. Mais laissez-moi expliquer. J'ai tout coordonné en moins de 2 jours. J'ai contacté un journaliste d'investigation que j'avais rencontré des années plus tôt. Pas une vedette télé, mais un auteur respecté, connu pour ses enquêtes sur la corruption privée et les trahisons familiales. Il était discret, rigoureux, et comprenait parfaitement la portée de ce que je détenais. Il n'a pas cherché à m'arracher des détails. Il m'a simplement dit, apporte-moi le dossier dans mon bureau. Quand je suis arrivé, il avait déjà installé son matériel. Je lui ai remis tout, les courriels sauvegardés, l'intégralité des documents, l'enregistrement vidéo. Je lui ai raconté les faits, mois par mois, la fraude, le silence, la trahison. Je suis resté calme, précise. Je ne cherchais pas à faire pleurer, ni à me venger. Je voulais juste que la vérité éclate. Je lui ai dit de tout publier. Puis il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas, pourquoi maintenant? Pourquoi parler, Joseph? Je l'ai regardé et j'ai répondu, pour protéger mon nom. Et pour qu'il ne puisse plus jamais recommencer. Je ne suis pas celui qu'ils ont détruit. Je suis celui qu'ils ont tenté d'effacer. Et je ne disparaîtrai pas. Le lendemain, ce n'était pas une simple brève. C'était partout. Ce n'était pas traité comme une querelle locale. C'était en une. Les articles se sont enchaînés à une vitesse folle. L'affaire ne concernait plus seulement l'entreprise de Sandrine. Elle a mis en lumière la pourriture familiale aussi. Les rapports détaillaient comment Sandrine avait tenté de me faire porter des crimes auxquels je n'avais aucun lien, comment mon père avait consciemment laissé faire, tout en jouant le patriarche honorable. La réaction a été immédiate. Le premier appel est venu de l'équipe juridique de Sandrine, via Bruno bien sûr. Ils voulaient un accord. Ils ont reconnu que les preuves contre elle étaient accablantes et qu'un plaidoyer de culpabilité était inévitable. Mais la surprise n'était pas là. Ce qu'ils ont demandé, c'était une déclaration de ma part. Pas pour nier les faits, mais pour me présenter comme un frère compréhensif, prêt à minimiser les accusations qui m'avaient impliqué. J'ai ri. L'absurdité était presque élégante. Je leur ai dit que je parlerais seulement à une condition, non négociable, immunité totale. Aucune condition cachée. Aucun piège. Mon nom, mon image, mon avenir totalement protégé. S'ils voulaient mon aide pour nettoyer leur désastre, ils devraient tout admettre. Leurs avocats ont résisté. Mais après 24 heures de chaos, ils ont cédé. Le jour suivant, j'ai rencontré les représentants légaux de Sandrine dans les locaux de son cabinet. La réunion était surtout symbolique. J'ai relu chaque page. J'ai signé les documents qui me dissociaient légalement de toute implication dans l'affaire. Ils se sont engagés à publier une déclaration officielle affirmant que je n'avais rien à voir avec les délits commis. Et le plus ironique dans tout cela? Mon père n'est jamais venu. Pas une seule fois. Quand tout a été finalisé et enregistré, la tempête médiatique avait déjà commencé à se calmer. Mais un détail m'est resté en tête, dans le cadre des termes légaux, le nom de Sandrine a été retiré officiellement de la direction de l'entreprise. Son statut d'enfant prodige a disparu. L'entreprise elle-même était en train d'être vendue par morceaux, pour couvrir les dettes et les plaintes. Ses soi-disant amis avaient déjà disparu, à la recherche d'un nouveau filon. Ce moment-là a marqué la chute de tout ce qu'ils avaient construit. Mais pour moi, c'était le début d'une liberté réelle. Plus de dettes. Plus de mensonges médiatiques à contrer. Plus de dégâts à réparer. Et la presse? Elle s'est désintéressée aussitôt que les clics se sont taris.
2 semaines plus tard, un dernier message est apparu. C'était ma mère. Sandrine est finie. Je suis désolé, Joseph. Si seulement on pouvait revenir en arrière. Je n'ai rien répondu. Car c'est là qu'une vérité m'a frappé, toutes les familles ne méritent pas la rédemption. Et toute justice ne se rend pas devant un juge. Parfois, la vraie victoire, c'est de reprendre le contrôle de son histoire et de choisir comment elle se termine.